Bonjour, bonsoir pour ceux qui vont nous retrouver en rediffusion le lundi à 23h. Madame, Monsieur, bienvenue à tous et à toutes ces Canal Presse comme tous les dimanches. Voici le sommaire de cette édition. Sommeil Afrique-États-Unis, pardonnez du terme, le temps de compréhension. Au-delà de l'affectif apparent entre Afrique et le président un peu noir des États-Unis d'Amérique, il y a la réelle politique. Le Camerounais parti du Cameroun vivant là-bas a dit que la rencontre répondait à un nouveau pan de la politique étrangère américaine, à savoir la reconquête des marchés négligés devenus importants. Cela participe d'ailleurs de l'impérialisme. Le même Camerounais nous a confié que le sommet a été sanctionné par la signature des accords qui procurent un peu d'argent à l'Afrique. Et qu'à contrario, il n'y a pas grand-chose à attendre, sauf à considérer qu'il s'est agi aussi d'une occasion de légitimation du pouvoir des uns et des autres. Seulement, cette face quelque peu hideuse de l'Afrique l'a empêché d'être dans la même condition juridique pour avoir des discussions franches et d'égal à égal avec les Amériques. Normal, ajoute-t-il, il n'y a pas eu de débat public interne préalable en Afrique. Au terme du sommet, pas sommeil Afrique-États-Unis d'Amérique, on a bien envie de savoir ce qu'il rapporte de définitivement utile au continent noir. Kolo Fata, l'attaque non revendiquée par Boko Haram. Pour mémoire, l'épouse du vice-premier ministre Amadou Ali est toujours en otage. Et pour mémoire aussi, Paul Biya, le président camerounais, a appelé le peuple à la mobilisation pour lutter contre Boko Haram. Une affaire de population et aussi de l'armée. D'ailleurs, Monsieur le Président est aussitôt revenu à la maison après le sommet des États-Unis d'Amérique, preuve s'il en était encore besoin qu'il est naturellement préoccupé par la menace asymétrique. Au milieu de cette volonté politique, il y en a qui font du reste montre de mauvaise foi en cherchant qui peut avoir la solution définitive et ou si vous voulez la solution durable. Cela après le Français enlevé qui avait procuré beaucoup d'argent à Boko Haram. Enrichi, la secte semble avoir plus de moyens de toute nature et ça fait mal. En évoquant la solution, ces gens de mauvaise foi ont à cœur d'identifier l'ennemi. Vient-il de l'intérieur ou s'agit-il d'un envahisseur qui, plus tard, prônerait les raisons humanitaires pour plonger? Et quel intérêt aurait-il à nous déstabiliser? Des questions à 0 francs à ne pas y conduire. Ce programme est un rendez-vous hebdomadaire. Il est diffusé en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Suite FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Bon appétit, Ghislain Pierre Essono, que je vous propose d'ailleurs de retrouver ce soir quand il sera 20h30 dans le cadre de l'émission L'Arène. Il sera donc en compagnie du professeur Eric Mathias Owona Guinée. On accueille à présent nos différents panélistes. Je commence par Maître Emmanuel Sim. Maître, bonjour, bienvenue. Merci Bouba. Bonjour et à ceux qui nous regardent. Avocat au barreau du Cameroun de lundi à vendredi. Absolument. Par ailleurs, vice-président du MRC. Absolument, c'est bien ça. Alors avec vous, on va évoquer cette histoire de crime rituel de Mimboman. 5 accusés interpellés en 2013 ont été acquittés cette semaine. Est-ce qu'on peut dire qu'on se rapproche un peu de la vérité dans cette histoire des crimes rituels de Mimboman? Écoutez, je voudrais dire 2 choses très simples sur ce sujet. La première, c'est que ce qu'on a appelé crime rituel à Mimboman pose un problème de sécurité dans nos villes et dans nos quartiers. Et la solution, c'est de mettre des structures en place, des polices de proximité, pour empêcher que nos quartiers soient soumis à ce genre de Boko Haram, parce qu'en réalité, c'est finalement de ça qu'il s'agit. La deuxième, vous parlez d'acquittement des personnes qui ont été arrêtées. Et il faut dire qu'on peut s'étonner que des gens arrêtés soient remis en liberté dans cette affaire. Mais vous savez, en droit pénal, il faut absolument, de manière certaine, sans erreur, démontrer que la personne arrêtée est celle qui est l'auteur d'un crime. Donc, dès qu'il y a un moindre doute sur le fait que la personne a effectivement commis le crime, eh bien, la justice, faute de preuves tangibles, on dit en anglais no exhibit, no charge, donc faute de moyens probants, est souvent contrainte de relâcher. Je peux comprendre que souvent le peuple a besoin de personnes, de victimes expiatoires,
Mais dans ce cas, j'ai le sentiment que la justice n'a pas eu des éléments fondamentaux pour pouvoir garder ces gens en prison et de les condamner. Donc, à mon sens, il faudrait peut-être travailler en amont, je le redis, en mettant en place des systèmes de sécurité qui fassent qu'on puisse se mouvoir dans nos quartiers sans avoir peur pour nous-mêmes, pour nos femmes et pour nos enfants. Parce qu'en fait, c'est nos femmes et nos enfants qui sont les victimes les plus récurrentes. Merci Maître Emmanuel Sim, deuxième invité sur ce plateau. Jean-François Mebenga, spécialiste en communication, communicateur, j'allais dire, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Jean-François Mebenga, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, stupeur, frayeur, depuis hier, on parle de la découverte du virus, d'un cas de virus d'Ebola du côté de la région du littoral. Information à prendre avec beaucoup de pincettes parce que jusqu'ici, il n'y a aucun communiqué officiel faisant état de la découverte de ce virus d'Ebola dans cet établissement hospitalier. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Oui, alors, je crois de deux choses l'une. Ou il s'agit d'une campagne de manipulation des esprits pour instaurer la psychose au sein de la population. Et je me demanderai pourquoi, puisque hier ou avant-hier, le ministre de la Santé a fait plusieurs apparitions et a largement parlé de ce virus-là. Et il ne nous a pas dit que ce virus se trouvait déjà au Cameroun. Donc je crois que là, ça peut étonner tout le monde. Et la certitude, alors, pour ne pas vous couper, le virus a été bel et bien découvert au Nigeria et oui, puis en Guinée équatoriale. C'est vrai, nous sommes en train de nous faire ceinturer. Bon, ou alors il s'agit d'une réinterprétation, n'est-ce pas, fébrile des informations qui circulent sur Ebola, qui sont diffusées par des radios, des télévisions et des journaux. Il peut arriver que quelqu'un qui a effectivement peur de cette maladie, puisqu'elle est redoutable, peut, à partir de son imaginaire, émettre des fausses informations, de faux messages, parce que lui il vit déjà le mal d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas, dans son imaginaire, et il voudrait communiquer avec les autres, il voudrait donc transmettre un message aux autres. Donc finalement, en fait, c'est quoi? Il s'agit d'un faux message qui provient d'une très mauvaise réinterprétation, n'est-ce pas, des informations qui courent sur cette affaire-là. En tout cas, nous allons suivre de près cette histoire avec nos collègues du côté de Douala qui ont pris toutes les dispositions nécessaires pour vous informer minute by minute sur cette question. Troisième invité sur ce plateau, Thierry Ndong, directeur de publication d'intégration, un hebdomadaire. Thierry Ndong, bonjour, bienvenue. Bonjour M. Bouba, bonjour à tous les membres du panel et surtout bonjour aux téléspectateurs de notre chère télévision Canal 2. On parle de cette histoire de livre qui crée beaucoup de polémiques, livre écrit par le ministre Yepé Aïssi, qui est au centre d'une grande controverse. Quelle est votre réaction sur cette affaire de plagiat? J'ai été étonné, très étonné de constater qu'un livre qui a été bien parti pour avoir un certain rayonnement, que ce livre se retrouve au cœur d'une polémique aussi brutale qu'inattendue. J'ai essayé de suivre les arguments des uns des autres. L'histoire, c'est quoi? C'est un livre sur la protection de la fortune publique. Le premier, il est publié par le ministre Yepé Aïssi, et le second par un doctorant, un étudiant en droit, un doctorant du nom de Quoi. Il se trouve que les deux livres ont pratiquement le même titre et que malheureusement, je ne sais pas, il se trouve que le doctorant en a fait une copie au ministre avant publication parce qu'il souhaitait que lui, sa version soit préfacée. Et il ne savait pas que le ministre aussi était sur le sujet. Alors, malheureux concours de circonstances, le ministre publie le sien sans informer le doctorant qui crie à l'arnaque. Et c'est très embêtant. J'ai quand même lu dans la presse camerounaise l'interview la réaction par exemple de Maître Akeremouna, qui est une personnalité de haute statut, à la probité intellectuelle irréfutable, qui quand même
dit avoir reçu le livre du ministre en 2013, c'est-à-dire longtemps avant que l'étudiant n'approche le ministre, qu'il a lu le livre, il a obtenu l'autorisation de Transparency International pour préparer le mot. Donc, si on s'en tient, par exemple, à Maître Akeremouna, le ministre n'a pas plagié parce que le projet est sur les bacs depuis 2013. Mais à côté de ça, il y a quand même des questions qu'on peut se poser. Pourquoi seulement avoir déclaré le livre le 31 juillet 2014, alors que l'étudiant, lui, il avait toujours au ministère de la Culture déclaré son livre quelques semaines avant. Donc, il y a trop de questions et c'est embêtant. Bon, pour finir et sortir sur cette question, ceux qui ont lu le livre, ou ceux qui ont lu les deux ouvrages, disent que dans le fond, c'est deux choses différentes. Le plagiat, c'est au niveau de la titraille. Donc, on observe, on espère qu'un terrain d'entente sera finalement trouvé entre les deux parties et que l'honneur du Cameroun sera sauf avec les personnalités en cause. Surtout l'honneur des personnalités mises en cause. On espère qu'un happy end dans cette histoire. Quatrième invité sur ce plateau, Nana Payon. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Bouba Ngomna. Alors, l'opinion informée du conflit entre Messa Presse et les éditeurs de presse. Vous avez été désigné comme le médiateur. Faut-il un médiateur pour ce genre de conflit, vraiment? Alors, quand le directeur général de Messa Presse m'a appelé pour me proposer de jouer ce rôle, après avoir réfléchi, j'ai dit, de toutes les façons, si je n'accepte pas, si je n'y vais pas, ils sont condamnés à s'entendre. Parce que quand vous savez comment la presse fonctionne, il y a un éditeur à côté de moi, vous avez l'éditeur, qui est le patron de l'organe, qui collecte, qui traite l'information, qui la fabrique, qui va à l'imprimerie. Il y a l'imprimeur qui, lorsque c'est imprimé, le cède au distributeur Messa Presse, qui lui-même maintenant le fait diffuser à travers les kiosques. S'il y a un seul maillon de cette chaîne qui ne marche pas, c'est même pas la peine de penser qu'il y aura la presse. Et après avoir rencontré certains éditeurs, dont Thierry Don, qui m'a fait l'amitié d'accepter qu'on se rencontre pour quelques minutes, pour que je comprenne bien, j'ai compris que le patron de Messa Presse me sollicitait parce que le fond, la trame de cette affaire est marketing et commercial. C'est-à-dire que, en gros, je me suis dit, bon, ben, si j'y vais et que ça marche, je pense que j'aurais participé à quelque chose qui va sauver la presse. Et la problématique, comme je vous disais, était celle-là. Et on l'a vu lorsque nous sommes rentrés. Alors, après la réunion de vendredi dernier à Douala, vous ressortez de là avec quoi concrètement? Deux choses. La première, c'est de me rendre compte que j'avais raison d'y aller. Si je vous dis que ça ressemblait à une rencontre de curés qui se préparaient pour aller à Lourdes, c'est que je suis un menteur. C'était épique, hein, c'était pas évident. Mais très rapidement, et c'est peut-être là, modestement, le rôle qu'un médiateur doit avoir dans ce genre de choses, c'est de rappeler aux uns et aux autres que vous appartenez. C'est rare dans les affaires d'avoir un groupe de gens comme ça qui se tiennent. S'il y a un qui lâche, vous êtes foutus tous. Donc, essayez, ce n'est pas évident, de regarder l'intérêt de l'autre, de celui qui est en face de vous, parce que son intérêt passe par le vôtre. Ne regardez pas d'abord votre intérêt. Et vraiment, je dois dire qu'autour de la table, il y avait Haman Mana, Michel Michaud-Moussala, Mbungun du Messager, et puis le directeur général Messa Presse et Amadou. L'ambiance, au bout d'une heure, il y a eu une décrispation. On a passé 4 heures de réunions intelligentes. Et l'une des premières résolutions, en attendant, je ne suis pas le porte-parole, mais au moins je peux déjà quand même vous donner cette information, c'est que les deux entités avaient à peu près les mêmes visions. C'est-à-dire que Edipresse, enfin la Fédération de la presse, réfléchit à comment est-ce que nous faisons pour augmenter nos ventes avec Internet, les réseaux sociaux qui menacent la presse dans le monde. Nice Matin a fermé il y a moins d'une semaine. Nice Matin a fermé. Donc, ils se sont dit comment on fait? Eh bien, la solution, c'est de tirer plus. Si on tire plus, on va recruter plus de journalistes, on va gagner plus d'argent, on va mieux exister. Thierry Don ne me démentira pas. Et puis, de l'autre côté de Messa Presse, c'est comment est-ce que on fait plus, mais comment est-ce qu'on fait mieux? Parce qu'il y a un gros problème,
Quand je dis faire mieux, c'est-à-dire comment est-ce que dans Yaoundé et Douala, on peut faire en sorte que tous les quartiers puissent être alimentés en kiosque et tout. Mais il y a un gros problème. C'est que Messa Presse réclame de l'argent à un certain nombre de vendeurs qui soit ont des difficultés de rentabilité. Parce qu'en affaires, vous avez deux piliers. Soit ils ont des difficultés de rentabilité, ou bien ils ont des difficultés de trésorerie. Et donc, dans ce cas-là, il faut regarder. Et nous acheminons certainement vers un diagnostic marketing profond. Et la première résolution, comme je disais, c'est que la Fédération de presse et Messa Presse ont chacun dans leur coin avait une idée qu'ils mettent ensemble. Ils vont s'adresser aux communes du Cameroun. Toutes les communes qui sont intéressées par l'existence d'un kiosque, mais au-delà, par l'épanouissement de leurs concitoyens, devront jouer leur rôle, puisque l'État ne subventionne pas la presse. Ça peut donc être une sorte de début de subvention, et à ce moment-là, ils vont faire une lettre commune, conjointe, à l'endroit de ces maires-là, pour leur dire, Monsieur Mebenga, vous êtes maire de telle commune, est-ce que ça vous plairait que vos concitoyens, les habitants de votre commune puissent accéder à la presse? Ok, c'est bien entendu. Et je pense que vraiment, je crois que c'est le lieu de saluer cette initiative. Alors, et cette entente. Les uns et les autres conviennent avec moi que c'était nécessaire de choisir un médiateur de votre calibre. Merci. Vous semblez mieux maîtriser la situation. Docteur Ariel Nitedem, bonjour, bienvenue. Bonjour, Monsieur Bouba. Vous êtes économiste, spécialiste des politiques publiques, c'est bien cela? Tout à fait. Avec vous permettez, on ne va pas parler politique, économie, on parle sport. Cette histoire de la délégation camerounaise qui s'est rendue au dernier jeu de Commonwealth, une grosse saignée. Qu'est-ce qui peut expliquer la fuite régulière des athlètes camerounais selon vous? Oui, disons que c'est regrettable de dire ça en ces termes. C'est vrai qu'il faut saluer la jeune dame qui a eu cette médaille d'honneur, cette médaille d'or. Ceci s'inscrit, on va dire comme ça, dans le cadre de migration des peuples. De tout temps, il y a migration de peuples. Mais depuis un certain temps, on constate que des jeunes quittent l'Afrique et ils sont prêts à quitter l'Afrique à tous les prix et au prix de leur vie quelquefois. Et c'est là que ça pose des problèmes. Nous sommes tous touchés par cela. Nos consciences, nous sommes interpellés par ce mouvement de jeunes qui quittent le continent dans des conditions difficiles et qui justement font du continent, donnent l'impression que le continent africain est un continent où il ne fait pas bien vivre. Alors, on n'a pas fini de parler de la délégation ghanéenne qui a demandé des visas au Brésil, qui ont voulu rester au Brésil après la Coupe du Monde, que c'est le Cameroun, les athlètes camerounais à Londres. Je dis, on devait être tous interpellés et se demander pourquoi cela. Pourquoi cela se passe de cette façon-là? On a des pistes d'explication, des sources, des pistes d'explication de ce phénomène. Il y a le niveau de développement qui est très bas. Il y a l'emploi qui est le taux de sous-emploi, le taux de chômage est très élevé en Afrique. Et on comprend que dans ces conditions, les jeunes soient plutôt appelés à aller chercher mieux ailleurs. Et le problème, c'est pas seulement que le taux de chômage soit si bas, c'est qu'il n'y ait pas, quand on regarde dans l'avenir, on ne voit pas qu'est-ce qui est mis en place, les politiques publiques qui sont mises en place pour éviter cela. Et il y a le fait que de tout temps, enfin chaque fois que ces jeunes regardent, quand on regarde la gouvernance de nos États, on se rend compte que l'avenir est bouché. Parce que s'il y avait une bonne gouvernance, si on était dans un état de droit, si on était dans un état où on utilise au moins à bon escient les quelques ressources qu'on a, les ressources qu'on a, ça pourrait encourager les jeunes à rester. Quand ils voient ceux qui vont mourir, on voit des jeunes qui meurent à Lampedusa, on voit des jeunes qui sont prêts à sauter des baraquements quelque part vers l'Espagne. Mais ce n'est pas reluisant pour l'Afrique. Et ça fait longtemps que ça dure. Il est temps que les Africains fassent quelque chose pour que les jeunes ne soient plus obligés d'aller chercher meilleur ailleurs, alors qu'on a besoin de cette force de travail ici en Afrique. Merci, docteur Nitedem. Si vous voulez mon avis, vous avez partiellement raison sur cette question et peut-être à l'intention de ceux qui pensent que l'Eldorado se trouve à l'extérieur, ils se trompent. Le mieux, c'est de rester chez soi encore. On pourra peut-être
développer notre pays. On va prendre la première pause de ce programme consacré à la revue de la presse, traité pour vous et pour nous. C'est avec Debo Harley en début. L'image du chef de l'État serrant la main à ses collaborateurs à l'aéroport international de Yaoundé-Simalem, en route pour les États-Unis d'Amérique, selon l'action, l'entretien avec certaines personnalités dont Jean Kuete, secrétaire général du comité central du RDPC. Voilà, on revient juste pour reprendre la revue de la presse comme chaque dimanche. C'est avec Debo Harley en DB et on se retrouve juste derrière. L'image du chef de l'État serrant la main à ses collaborateurs à l'aéroport international de Yaoundé-Simalem, en route pour les États-Unis d'Amérique, selon l'action, l'entretien avec certaines personnalités dont Jean Kuete, secrétaire général du comité central du RDPC, a tourné autour de l'implication du parti au pouvoir dans la croisade contre Boko Haram. Ce d'autant plus qu'il n'avait pas fait une déclaration depuis les attaques de Kolfata. Paul Biya est donc sorti de son mutisme pour reprendre des mutations. Le journal s'interrogeait déjà sur l'opportunité d'un tel voyage au moment où son pays, le Cameroun, est lourdement frappé 2 fois en moins d'une semaine. À cette déclaration du chef de l'État, le jour se souvient des sorties souvent spectaculaires de Paul Biya face à certains grands événements du pays et les expressions souvent utilisées face à l'adversité. En 1990, qui ne se souvient pas de la conférence nationale et son objet pour le Cameroun, l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, disait-il 1 an plus tard. Avant de remettre ça quelques mois plus tard, pendant les années de Brest, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit, me voici donc à Douala. Je ne commente pas les commentaires pour répondre à Marafa Midouyaya dans son activité épistolaire. Et tout récemment, ce n'est pas Boko Haram qui va dépasser le Cameroun. Boko Haram, la secte islamique selon l'intégration, cette nébuleuse qui fait couler beaucoup d'encre et de salive s'identifie à des personnalités parfois insoupçonnées dont les visages meublent la une du journal de Thierry Ndong. Il y a dans ces visages celui du président français, la France qu'on soupçonne d'être derrière ces événements. D'ailleurs, on chérit le financier d'Afrique. Ce mouvement terroriste avec les complicités extérieures a été créé dans l'objectif de contrôler la région du lac Tchad, riche en pétrole. Une zone où l'armée camerounaise est à rude épreuve, rapporte le messager, qui fait allusion à une nouvelle attaque perpétrée pas plus tard que mercredi dernier. Un élément du BIR est tombé les armes à la main, les enfants d'un chef de canton enlevé. De la même attaque, le jour ajoute à ce bilan les autres civils tués qui rehaussent le nombre de morts à 11, un gendarme blessé et un policier enlevé également. Le retour sur les événements de Kolfata avec la réponse de l'armée au vice-premier ministre qui accuse celle-ci de l'avoir lâché, ce que les officiers supérieurs de l'armée n'apprécient pas d'y repère. Selon eux, le retrait des troupes opérées dans le Mayo Sava ne doit pas être un sujet d'amalgame parce que 2 jours avant l'attaque de Kolfata, Boko Haram avait supplié les forces de défense camerounaises dans le logo des Chari, d'où on appelle d'hommes effectués dans le Mayo Sava pour prêter main forte à ses troupes. Sur place à Kolfata, c'est l'exode massif des populations obligées de se diriger vers Maroua et Mora pour échapper au meurtre. Et finalement, constate la nouvelle expression, la secte islamique pèse sur le calendrier du président de la République du Cameroun. Même s'il a envoyé le chef d'état-major des armées sur place, là-bas à l'extrême nord, il est clair que le calendrier du RDPC est contrarié. La débâcle des Lions est notable, sauf un temps additionnel. Pas d'empêchement cette fois pour se rendre aux États-Unis, où il est accueilli ici, à Washington DC, à la une de Cameroun Tribune, pour prendre part au sommet États-Unis-Afrique. Et pourquoi un tel sommet? À la question, répond Émergence, le pays de l'oncle semble rattraper son retard sur la Chine en Europe. Mais Barack Obama veut d'abord mettre les dictateurs à l'étroit, selon Europe Plus, qui présente les images de 4 chefs d'État, dont 3 de la sous-région CEMAC. Malgré leur invitation à Washington, ils sont dans le collimateur de la Maison-Blanche pour leur longévité au pouvoir. Le Cameroun particulièrement est dans un chaudron dit diapason. Les couloirs de la diplomatie internationale affichent un climat du moins délétère. Pourtant, Cameroun Tribune se veut rassurant. Le sommet de Washington s'est achevé sur une note de satisfaction avec cet engagement commun à redynamiser les échanges. Sur la participation du Cameroun à ce sommet aux enjeux sécuritaires, Émergence s'interroge encore quand même comment peut-on aller parler de sécurité avec Obama, Déby et Goodluck sans avoir avec soi
son état-major sécuritaire, dont le ministre de la Défense, le secrétaire d'État à la Défense et le délégué général à la Sûreté nationale. Autre interrogation du même journal, dans un autre numéro, s'il était aussi compas à l'affaire, comment à une rencontre économique on peut se rendre sans les vrais porteurs de l'économie camerounaise. Le journal cite André Fotso, Mohamedou Bayero Fadil, Philippe Numbisi, Amadou Dampulo, Paul Kamonye Fokam. Comme émergence et sa série d'interrogations sur la délégation camerounaise au sommet États-Unis-Afrique, Mutation consacre de une à l'affaire du plagiat autour du livre du ministre Yébé Aïssi. À peine présenté cette semaine, l'ouvrage intitulé La protection de la fortune publique au Cameroun fait l'objet d'une dénonciation des éditions Magolo Makele. Le ministre est accusé d'avoir plagié un jeune étudiant, ce que démentent les éditions Le Kilimanjaro du ministre. Alors Mutation est allé au ministère des Arts et de la Culture vérifier si la date de dépôt légale au premier trimestre 2013 de l'ouvrage du ministre Yébé Aïssi est correcte, tel qu'indiqué à la 4e de couverture de son ouvrage et au communiqué des presse éditions de Kilimanjaro. Vérification faite, ce n'est que le 31 juillet 2014, c'est-à-dire le lendemain de la présentation de l'ouvrage. Or, le dépôt légal de l'ouvrage de l'étudiant a été effectué le 8 juillet 2014, donc avant celui du ministre. Dans la foulée, la météo annonce que le ministre Yébé Aïssi, garant de la moralité républicaine, a retiré son ouvrage sur le marché. La Nouvelle Vision jette un regard sur la milice de la communauté urbaine de Yaoundé, une police municipale qui opère impunément dans les villes. Awara, comme l'appellent les sauveteurs, sème la terreur. Toutes les marchandises appelées aux commerçants, reprend notre confrère, sont écoulées au marché noir ou alors emportées dans leur domicile. Image de la semaine proposée par Abou de la Nouvelle Expression pour égayer la fin de la revue de presse. Imaginez le chef de l'État installé dans son canapé et apprend à la télévision que le choléra qui revient en force à l'extrême nord a déjà fait une 50aine de morts. Élu de demander, il meurt comme ça que les élections sont finies. Qui va me voter en 2018? À dimanche, s'il plaît à Dieu. Belle image d'Ebo Harley en DB. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour une autre image. Alors tout de suite, on démarre avec la première thématique consacrée au sommet Obama, l'Afrique et le Cameroun. Maître Emmanuel Sim, comment avez-vous accueilli l'organisation de sommet États-Unis-Afrique plus de 5 ans après la session de Barack Obama, dont le père est kenyan, Barack Obama qui est au pouvoir depuis? Non, écoutez, moi je ne pense pas qu'il y ait eu un sommet entre les États-Unis et l'Afrique. Il n'y a pas eu de sommet entre ce pays et l'Afrique. Mais qu'est-ce qu'il y a eu alors? Non, c'était une invitation d'un chef d'État d'un pays adressée à 50 chefs d'État d'un autre continent. Parler d'un sommet entre les États-Unis et l'Afrique suppose que l'Afrique est partie avec un cahier de charges commun en ayant travaillé avant sa présence